Dans cette vidéo, nous allons faire quelques exercices sur la notion de réfraction. Mais avant tout, nous allons faire quelques rappels sur des définitions qu'on avait données. On avait défini le phénomène de réfraction. On avait expliqué en quoi est-ce que le phénomène pourrait être utile. On avait parlé de la loi de réfraction, qui est encore appelée la loi de Snell-Descartes. Que dit cette loi? Eh bien, cette loi dit que c'est tout simplement une formule qui dit que N1 sin I1 égale à N2 sin I2. Ou on peut faire un schéma pour expliquer ce que c'est que I1 et I2. I1, c'est ce qu'on avait appelé l'angle d'incidence, l'angle que fait le rayon incident avec la surface de séparation, le dioptre. Donc ici, on a l'angle I1. Et lorsque le rayon traverse le milieu, le rayon va subir une déviation et l'angle de déviation, on va appeler ça I2, qui est l'angle de réfraction. Maintenant, il faut savoir quelque chose lorsqu'on est dans ce premier milieu-là, qui est d'indice N1, et on passe à un deuxième milieu d'indice N2, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme les milieux sont différents, les vitesses de la lumière dans ces deux milieux-là seront différentes. Maintenant, vous savez que plus l'indice de réfraction est grand, plus la vitesse de la lumière dans ce milieu-là sera petite. Pour quelle raison? Parce que la vitesse et l'indice de réfraction N est défini comme étant C sur V, avec C qui est la vitesse de la lumière dans le vide, qui est 3 par 10 exposant 8 mètres par seconde, et V qui est la vitesse de la lumière dans ce milieu-là. Maintenant, vous voyez comme on a la N caractérise le milieu et on a sa vitesse au dénominateur. Ça signifie que plus cette vitesse est grande, plus cette fraction-là sera petite. Ou à l'inverse, plus cette vitesse est petite, donc plus ce rapport-là, C sur V, sera grand. Et donc, quand on constate qu'on a, par exemple, si on a deux milieux, un milieu d'indice N1 égale à 1,2 et un milieu d'indice N2 égale à, par exemple, 1,4. Eh bien, on constate que N2 est supérieur à N1. Ça signifie que dans le milieu 2, la vitesse est plus petite ou encore est inférieure à la vitesse de la lumière dans le milieu 1. Donc, ici, la vitesse est moins élevée. Donc, plus l'indice de réfraction est grand, moins la vitesse dans ce milieu-là est élevée. La vitesse est moins élevée pour le milieu 2, alors que pour N1, le milieu 1 dont son indice est plus petit, la vitesse de la lumière dans ce milieu-là est plus élevée. Et donc, l'indice de réfraction, c'est un paramètre qui permet de quantifier la vitesse de la lumière dans un milieu. Donc, plus on a un indice de réfraction élevé, plus on sait que la vitesse de la lumière arrivée dans ce milieu-là sera relativement petite. Maintenant, comment est-ce qu'on avait défini le phénomène de réfraction? C'est dû à une déviation de direction. On a un rayon de lumière qui va essayer de traverser une surface. Eh bien, à la traversée, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque ça arrive au point d'intersection, ça va toujours traverser les deux milieux, mais sauf que ça va subir une déviation. Ça devrait se prolonger en ligne droite, étant donné qu'on sait que la propagation de la lumière est rectiligne, mais lorsque ce rayon de lumière-là traverse un milieu, eh bien, on va constater que on va avoir une déviation. Et une formule qui lie ces deux angles-là est la première loi, est la loi de Snell-Descartes, qui dit que N1 sin I1 égale à N2 sin I2. Vous allez constater que dans cette formule-là, on a 4 paramètres. On a N1 qui est l'indice de réfraction du premier milieu. On a I1 qui est l'angle d'incidence. On a N2 qui est l'indice de réfraction du deuxième milieu.
Et on a I2 qui est l'angle de réfraction. Indice de réfraction du milieu 1. Du milieu 1. Ici, c'est angle. C'est l'angle d'incidence. Angle d'incidence. Ici, c'est indice de réfraction. Fraction du milieu 2. Et ici, c'est l'angle. Ici, c'est l'angle de indice de, oui, l'angle de réfraction. Et donc, dans la formule dans la loi de Snell-Descartes, on a 4 paramètres. On a 4 paramètres. Maintenant, dans les exercices, on vous donnera toujours 3 paramètres et on vous demandera de trouver les autres. Sauf que, dès qu'on vous parle de l'air, l'indice de réfraction de l'air n'est autre que 1. Pour quelle raison? Parce que, d'après la formule, c'est C sur V. Or, C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide ou dans l'air. C'est 3 par 10 exposant 8 mètres par seconde. Or, V encore, c'est la vitesse de la lumière dans ce milieu-là. Et donc, comme c'est encore de l'air, donc c'est 3 par 10 exposant 8 mètres par seconde. Et ça nous donne 1. À constater qu'un indice de réfraction n'a pas d'unité. Maintenant, nous allons utiliser la loi de Snell-Descartes pour faire des calculs d'angle de réfraction ou bien des calculs d'indice de réfraction. En fait, la formule de la loi de Snell-Descartes, c'est une relation entre l'angle d'incidence et l'angle de réfraction et aussi les indices de réfraction, car la relation est N1 sin I1 égale à N2 sin I2, qu'on appelle la loi de Snell-Descartes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à la réfraction? Dans la réfraction, non seulement on a un changement de direction, mais on a également un changement de vitesse. N'oubliez pas, lorsqu'on a, pour des milieux différents, la lumière aura une vitesse différente. On avait par exemple ici de l'air et de l'autre côté, on a de l'eau. On a une lumière qui est en train de se propager dans l'air comme ça, mais arrivé à la surface de séparation, ça va changer de direction relativement par rapport à la normale à la surface. Maintenant, non seulement la lumière, quand ça change de milieu, ça change de direction, mais aussi ça change de vitesse. Ça change de vitesse. Et donc, on va voir que ici, on a un indice N1 et ici, on a un indice N2. Maintenant, si N1 est supérieur à N2, ça signifie que dans le deuxième milieu, la lumière va avoir sa vitesse augmenter. Donc, vitesse lumière dans le milieu 2 sera plus grande. La vitesse de la lumière dans le milieu 2 sera plus grande que celle qu'avait la lumière dans le milieu 1. Maintenant, essayons d'appliquer tout ceci à l'aide d'un exemple. On vous dit ici, un rayon de lumière se déplace de l'air vers l'eau. Donc, à chaque fois, il faut faire un schéma. Donc, de l'air vers l'eau, ça signifie que l'air est le milieu 1, qui sera caractérisé par un indice de réfraction N1, et l'eau va être le milieu 2, qui sera caractérisé par un indice de réfraction N2. Bon, pour l'air, on n'a pas besoin de calculer, ou bien on n'a pas besoin de savoir, on n'a pas besoin de se casser la tête. C'est l'indice de réfraction de l'air, c'est 1. Mais pour l'eau, je crois qu'on avait déjà fait le calcul. Je pense que ça avait donné 4 tiers. Mais ici, on l'a donné, c'est 1.33, donc c'est pas grave. Mais moi-même, je préfère qu'on utilise
le nombre 4 tiers. Donc, je vais effacer 1,33 qui est ici et laisser de préférence le nombre fractionnaire qui est 4 tiers. Pour quelle raison? Parce que 4 tiers est beaucoup plus précis que le nombre 4,33 qui est une approximation au centième du nombre 4 tiers. OK. Et donc, ici dans l'exercice, qu'est-ce qu'on demande? On vous dit que un rayon de lumière se déplace de l'air vers l'eau. L'angle d'incidence est de 45 degrés. Donc, on vous donne I1 ici. L'angle d'incidence est de 45 degrés. Et l'indice de réfraction de l'eau est de 4 tiers. On vous demande de calculer l'angle de réfraction. Donc, l'angle de réfraction qu'on va noter I2 ici. Eh bien, comment est-ce qu'on fait ça? Déjà, lorsqu'on vous donne un tel exercice, on commence par faire les données. Qu'est-ce qu'on a comme données? Données. On a N1 qui va être égal à 1 étant donné que c'est l'air. On a N2 qui est égal à 4 tiers, l'indice de réfraction de l'eau. Et on a I1 qui est l'angle d'incidence qui est égal à 45 degrés. Et on nous demande de trouver I2. Alors là, c'est assez facile. On va dire calculons ou bien déterminons I2 qui est l'angle de réfraction. En fait, ici, qu'est-ce qu'on fait pour trouver cet angle-là? On va utiliser, en utilisant la loi de Snell-Descartes, la loi de Snell-Descartes qui dit quoi? Qui dit que N1 sin I1 égale à N2 sin I2. On a quasiment toutes ces données. On a N1 qui est égal à 1 fois sin I1 qui va nous donner sin 45 degrés. N2 qui est égal à 4 tiers fois sin I2. Et donc, ici, notre seul inconnu est I2. Mais sauf qu'on n'a pas vraiment I2, on a sin I2. Il y a une façon spéciale d'enlever I2 sous l'emprise de la fonction sin. On l'a déjà fait en trigonométrie. Eh bien, on va tout simplement le reprendre. Et donc, ça va nous donner sin 45. Vous pouvez soit calculer, pas calculer ça avec la calculatrice, parce qu'avec la calculatrice, ça va vous donner encore une approximation, étant donné que sin 45 ça ne va pas nous donner un nombre rationnel ou bien un nombre d'écriture périodique. Et donc, ça va nous donner racine de 2 sur 2, comme on l'avait déjà démontré dans le cours de trigonométrie. Sin 45 donne, ça fait une fois racine de 2 sur 2, qui donne encore racine de 2 sur 2, égale à 4 tiers sin I2. Et donc, ça fait racine de 2 sur 2 égale à 4 tiers sin I2. Ou encore, on peut écrire ça sous la forme on écrit tout ceci avant, ce qui ne va rien changer. Donc, ça va donner 4 tiers sin I2 égale à racine de 2 sur 2. Maintenant, pour éliminer le 4 tiers qui est ici, on veut multiplier les deux côtés par 3 quarts, ce qui va nous donner, disons ce qu'on appelle ça vulgairement, on va essayer de tirer sin I2 de cette équation-là. Eh bien, ça va nous donner une fraction qui va être racine de 2 sur 2 divisé par ce qui était là, qui est 4 tiers. Et donc, ça nous fait sin I2. On est en présence d'une fraction de division. Et de division de fraction, ça nous fait quoi? Ça nous fait racine de 2 sur 2 multiplié par l'inverse qui est 3 quarts. Et donc, ça nous fait 3 racines de 2 sur 8. Maintenant, on a trouvé que sin I2 égale à 3 racines de 2 sur 8. Alors ici, ce n'est pas I2 qu'on a trouvé, mais sin I2. Eh bien, pour enlever
I2 sous l'emprise de la fonction sin, on va faire appel à une fonction qu'on appelle la fonction réciproque de la fonction sinus. Vous pouvez trouver ça sur les calculatrices. Sur les calculatrices, vous allez voir cette fonction-là, elle est notée sin moins 1. Des fois, c'est noté sin moins 1, mais des fois, c'est noté arc sin. C'est la même chose. Et donc, pour enlever le sin qui est là, on va prendre sin moins 1 des deux côtés. Et donc, ça va nous donner sin moins 1 de tout ce qu'on avait devant, qui est sin I2, égale à sin moins 1 de tout ce qu'on a de l'autre côté. Sin moins 1, de l'autre côté, on a 3 racines de 2 sur 8. Et donc, pourquoi est-ce qu'on avait fait appel à cette fonction-là? Eh bien, lorsqu'on compose sin moins 1 et sin, ça va s'en aller mutuellement. Disons que ça va se simplifier. Qu'est-ce qui va rester tout simplement? Seulement I2 qu'on a devant. Donc, ça nous donnera I2 égale à sin moins 1, 3 racines de 2 sur 8. Maintenant, n'allez pas penser que ici, sin et sin moins 1 se sont annulés. N'allez pas penser que ça va être la même chose. Non, le sin moins 1 qui était de l'autre côté va rester. Lui seul va rester de l'autre côté avec 3 racines de 2 et 3 racines de 2 sur 8. Maintenant, pour trouver I2, qu'est-ce qu'on fait? Cette fois-ci, on pourra aller sur la calculatrice et calculer ça. Il nous faut avoir la deuxième fonction. Ici, pour trouver ma deuxième fonction moi-même, je vais cliquer sur ça, mais dans la calculatrice en général, c'est écrit 2n2 secondes qui nous donne accès à la deuxième fonction. Et donc, j'efface tout ce qui est là. Deuxième fonction, vous voyez, quand je clique sur la deuxième fonction, il y a sin moins 1 qui apparaît. Donc, j'avais à calculer quoi? J'avais à calculer sin moins 1, 2. C'était combien encore? C'était 3. 3 racines de 2. 3 racines de 2 divisé par 8. Et donc, ça me donne un angle de 32,0. En fait, ça me fait 32,0277. Si j'arrondis, ça me fait 32,03. Et donc, c'est cette valeur-là que je vais considérer arrondie au centième près. 32,